Aujourd'hui, à la Joute, François Legault a lancé, disons-le, tout un pavé dans la mare en fin de semaine sur ce qu'il est convenu d'appeler le débat sur la liberté académique, la censure à l'université. Le droit au respect des minorités d'un côté et la crainte de la censure au nom de ce qui est politiquement correct de l'autre. Un débat qui provoque déjà bien des chocs. Que la Joute commence. Avec nous pour commencer la semaine à la Joute, vous reconnaissez Emmanuel, Mathieu Bock-Côté et Thomas Mulcair qui apparaissent tous les trois en même temps. Bonjour. Salut, Paul. Bienvenue et merci d'être là avec nous pour amorcer ce débat. Je veux savoir d'abord comment vous avez réagi en voyant ça. Avez-vous été un peu surpris, un beau samedi d'hiver, le premier ministre qui décide d'écrire sur Facebook, relance le débat sur la liberté académique. Non, Emmanuel, ça t'a pas surpris? Pas du tout. Je pense que j'ai trouvé ça très habile et c'est exactement typique des tactiques, là, et je le dis sans mépris, là, mais des tactiques politiques de M. Legault. Dans ces moments, c'est difficile, les gens en ont marre, on va annuler la semaine de relâche. Quoi de mieux que de donner à son électorat un enjeu qui vient valider leur opinion sur les dérives, la rectitude politique. C'était très habile. Mathieu, d'abord, sur l'élément surprise ou pas surprise? Non, je pense que ça se laisse deviner depuis un bon moment. La question de la liberté d'expression à l'université monte. Il n'y a rien de surprenant dans ce qui se passe maintenant. Et ce qui était surprenant, en fait, c'est que les autorités, pendant si longtemps, décident de ne pas toucher à ce débat-là. Comme si c'était un débat qu'on devait fuir d'une manière ou de l'autre. François Legault, par ailleurs, a un gain politique à faire avec ça, il n'y a pas de doute. La défense des libertés, la liberté d'expression, la critique de la censure, la critique de cette tendance extrémiste qui cherche aujourd'hui quand même à faire taire. Manifestement, c'est un bon... Politiquement, c'est gagnant pour lui. Puis sur le fond des choses, je crois qu'il a raison. Tom, de ton côté. J'étais tellement pas surpris, mais ce qui m'a un peu étonné, c'est la contradiction inhérente de l'exercice de la part de M. Legault. J'ai parfois l'impression d'écouter mon beau-frère au party de Noël. Parce que si on regarde le fond de l'affaire, on peut souvent découvrir une petite chose qui marche absolument pas. Alors, d'un côté, il se met sur un grand cheval blanc, il dit « Moi, je suis là pour défendre la liberté académique, les gens à l'université d'avoir le droit de parler. » De notre côté, il dit « Puis moi, je vais envoyer ma ministre pour venir vous dire ce que vous devez faire dans l'université. » Allô, la contradiction? Non, pas vraiment. Ouais. Si je peux me permettre, ce qu'on voit aller dans les universités, soit dit en passant aux États-Unis, la vague monte depuis longtemps, elle frappe maintenant, c'est qu'il y a manifestement des étudiants, mais pas seulement, parce que on ne peut pas réduire ça à quelques étudiants radicaux. Il y a un climat qui pousse soit à la censure, à l'autocensure, à la dénonciation, une psychologie de délateur, cette idée que les professeurs eux-mêmes, puis ils se le disent entre eux, puis ils nous le disent aussi pour ceux que ça intéresse, ils confessent « ça, je peux pas aborder cette question-là, ah ça, je vais enlever ce livre-là de ma liste de lecture, ce sujet-là, je peux pas l'aborder parce que j'ai peur d'être traîné sur les réseaux sociaux, j'ai peur d'être victime d'un lynchage public. » Entre professeurs aussi, il ne faut pas se tromper, hein, la tentation de la censure, elle habite aussi certains profs, hélas. Donc, c'est tout un environnement. Là, comment prendre cette question-là? Parce que c'est immense, mais restaurer les conditions, restaurer le principe de restaurer les conditions de la liberté d'expression à l'université, ça me semble aller de soi dans une université qui est à la dérive, il faut bien le dire. Bon, voyons un peu ce que le premier ministre écrivait là, dans son long message sur Facebook. Évidemment, ça part de ce qui est arrivé à l'Université d'Ottawa, là, incident sérieux sur lequel le premier ministre s'était publiquement, bien sûr, engagé. Donc, essentiellement, François Legault écrit, et on va le voir, ça va trop loin. La situation est en train de déraper. Je pense que c'est le temps qu'on ait une sérieuse discussion tous ensemble. Nos universités, rajoute-t-il, devraient être des lieux de débat respectueux, de débat sans censure et de recherche de vérité, même quand la vérité peut choquer ou provoquer. Emmanuel, donc, bon, laissons de côté l'élément, enfin le calcul ou le choix du moment, du timing, comme on dit en anglais, mais allons au fond des choses. Qu'est-ce que peut faire ce gouvernement face à ce problème-là? Bien, c'est là que ça devient difficile et que je rejoins les doutes soulevés, mais je pense qu'on peut réconcilier, imagine, les positions de Thomas et de Mathieu là-dessus. L'enjeu, c'est que le gouvernement ne peut pas se lancer dans un exercice où on va dire aux universités ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas dire, parce que là, ça devient complètement contradictoire. Mais il faut trouver une façon de donner les moyens aux universités de résister à ces pressions-là. Et entendons-nous, c'est pas nécessairement parce que les recteurs et les doyens de toutes les universités du Québec sont des gauchistes woke affirmés. Il y a un enjeu aussi de craindre l'opprobre, de craindre le lynchage public d'une université. Alors, comment on fait
pour créer un cadre qui permet aux universités de gérer ces débats-là de manière intelligente et de ne pas céder à la pression. Il ne faut pas l'oublier, c'est la pression d'une minorité d'étudiants, mais qui réussit à contrôler la majorité du cadre du débat. Alors, c'est facile comme pavé à lancer dans la mare, mais c'est tout un panier de crabes, par ailleurs, qu'il vient de donner à Mme McCann pour trouver des Justement, solutions. tout à l'heure, j'avais Mme McCann en entrevue à LCN. Je lui ai posé la question, qu'allez-vous faire? Quel est le chemin que vous allez emprunter pour répondre à la demande de votre patron, de votre premier ministre? Là. Écoutons-la. Ce qu'on recherche, là, c'est vraiment qu'il y ait des modalités connues, entendues des étudiants, des professeurs, pour vraiment clore ce dossier-là. Il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser aller la situation. Nos professeurs ont besoin d'être protégés. Alors, ce quelque chose, Tom, c'est un cadre législatif, c'est une directive, c'est un contrat social? C'est exactement ce dont je parlais tantôt. Ce serait une contradiction fabuleuse d'arriver avec une législation, de dire, ben voici ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire, parce que si on prêche pour la liberté. Et moi, je me souviendrai toujours de Andrew Potter, qui était ni plus ni moins le responsable de quelque chose qui s'appelle le MISC, le McGill Institute for the Study of Canada. M. Potter est allé probablement très tard le soir d'une envolée lyrique sur l'autoroute 13, la tempête de neige, puis les Québécois. J'ai eu l'occasion de le commenter assez négativement, merci. Je suis allé pendant la fin de semaine, je me suis dit, François Legault, qu'est-ce qu'il a dit sur la liberté académique de Andrew Potter à l'époque? Parce qu'il occupait une fonction académique. Quelle surprise de trouver que François Legault, alors chef d'un parti d'opposition et non pas premier ministre encore, a traité de torchon de ce qu'il avait écrit, l'a attaqué. C'est drôle, c'est le même François Legault qui aujourd'hui dit les profs devraient avoir le droit de dire ce qu'ils veulent, liberté académique, liberté dans les universités. Alors, ce que j'en déduis, c'est qu'on a le droit de dire ce qu'on veut tant qu'on ne contredit pas la pensée et la rectitude de M. Legault et son gouvernement. Voilà un risque. Non, il y a plusieurs choses. Que quelqu'un ait le droit de dire une chose, c'en est une. On peut le critiquer aussi. Mais voilà ce qu'est l'environnement aujourd'hui mental dans une université. Si vous affirmez que les femmes ont des menstruations et que les hommes n'en ont pas, que les hommes ont un pénis et les femmes n'en ont pas, si vous affirmez ça, vous pouvez être suspecté de propos haineux, propos transphobes. Ce qui est une évidence biologique depuis la nuit des temps, passe aujourd'hui potentiellement, pas une fois de temps en temps, fréquemment comme un propos transphobe. D'ailleurs, vous savez, c'est ce qui est arrivé à J.K. Rowling. Quand on parle de cancel culture, elle a rappelé une vérité biologique immémoriale. Eh bien, il y a quelques jours, en Grande-Bretagne, on débaptisait une école qui portait son nom, par exemple. On est dans un environnement où, dans les universités, encore une fois, quand on prononce certains titres, Nègre blanc d'Amérique, quand dans un livre, on cite une page où il y a des mots qui peuvent choquer, maintenant, on va dire on va sauter la page. Ce ne sont plus des anecdotes. Alors, Tom peut se moquer en disant « Qu'est-ce qu'on va faire? » Personne ne dit que c'est un dossier simple, mais personne ne dit que c'est un dossier simple organiser des élections, personne ne dit que c'est un dossier simple réguler l'économie de marché, mais l'université, aujourd'hui, c'est une question complexe, une question difficile, ça touche plein de dossiers, le financement de la recherche, l'embauche, plein de dossiers, mais il faut une porte ouverte pour ouvrir une porte pour restaurer la possibilité de parler librement sans être victime de nouveaux petits garde-rouges qui décident qui doit être pendu aujourd'hui ou demain pour avoir rappelé que 2 + 2 = 4. Bien, la question est qui va jouer le rôle de garde-rouge. Donnez un exemple concret. À l'Université McGill, il y a quelques années à peine, il y avait une détermination de certains groupes sur l'université d'attaquer Israël, d'attaquer ce qu'ils appelaient le sionisme. Ils étaient sûrs qu'ils avaient une très grande majorité des étudiants avec eux autres. Oui, les autres étudiants qui pensaient comme eux autres, qui s'étaient rassemblés, ils pensaient comme ça. C'était obligé d'être soumis à l'ensemble des étudiants. Et voilà que ça a été battu en brèche lors d'une élection en bonne et due forme. Alors, ce que dit la minorité n'emporte pas toujours sur ce que pense la vaste majorité. Oui, mais en ce moment, Tom, le problème, c'est qu'en ce moment, une minorité d'étudiants est capable de terroriser suffisamment la direction d'une université pour que celle-ci fasse pression sur un professeur pour ne pas enseigner certaines choses. Et c'est ça l'enjeu qui est très complexe et comment on réussit à désamorcer. Et le problème que ça pose par ailleurs à M. Legault, c'est que c'est sûr que le nœud en ce moment est dans les universités. Mais le débat est beaucoup plus large parce qu'on est rendu avec un mouvement politique, idéologique de gauche
qui revendique Ben, pas qu'on juste a Legault. un droit de ne pas être blessé, qu'on a un droit de ne pas être offensé. OK, ouais. Et c'est ça, et c'est cette dérive-là qui est en train Je sais pas pourquoi de c'est à faire gauche. basculer la société, la qualité du débat public. Alors, je ne sais pas quelle est la solution que Mme McCann doit négocier ou développer avec les universités, mais ce sera immensément difficile, mais c'est nécessaire pour la qualité de l'enseignement, ceci Puis étant un dit. exemple, si je peux me permettre, on parle toujours des étudiants radicaux avec raison, mais il ne faut pas croire que les rectorats sont complètement transparents là-dessus. On a parlé beaucoup de Frémont ces derniers temps, à l'Université d'Ottawa. Mais à l'Université de Montréal, un rapport a été produit il y a à peu près 1 an, j'espère ne pas me tromper sur la date, qui expliquait que lorsqu'on fait désormais, on fait venir un conférencier à l'université, il faut équilibrer entre sa liberté d'expression et le droit des minorités, entre guillemets, de ne pas être offensées. Bon, mais il n'y a pas de droit de ne pas être offensé dans nos sociétés. Ça, on appelle ça le blasphème. Je veux dire, si chacun a le droit d'imposer aux autres son absolu, son long, j'ai le droit de ne pas être offensé, c'est le blasphème. Ça consiste à transformer en interdit mes préférences personnelles. Si ça venait des catholiques, si ça venait des conservateurs, on dirait que ça n'a pas d'allure. Mais j'espère qu'on applique ça à tous les groupes, qu'aucun groupe n'est en droit de se transformer en police idéologique. Et là, les recteurs eux-mêmes, beaucoup de professeurs, croient à ce droit de ne pas être offensé aujourd'hui. Donc, il faut avoir ça en tête quand on voit ce qui se passe à l'université. Ce n'est pas un phénomène isolé. Mais le mot-clé, au fond, est-ce que c'est pas tout simplement respect? Que ça soit fait dans le respect des normes académiques, Tom, le respect des personnes qui peuvent être interpellées par un débat, par Mais des là où mots ça choisis. devient compliqué, justement, c'est quand on apporte un élément subjectif comme ça. Parce que moi, si quelqu'un veut ne pas respecter une partie de la société ou un groupe dont je fais partie, puis veut venir haranguer une foule, ne me dérange pas. Si cette même personne harangue la foule en disant « puis c'est pour ça qu'il faut aller les tabasser », là, on vient de franchir une ligne. Donc, c'est une question de savoir qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais j'avais quasiment le goût de me fabriquer un macaron aujourd'hui parce que c'était les militants radicaux. C'est non défini. C'est comme écouter Donald Trump parler contre les antifas. C'est cette manière de faire des amalgames et dire « et donc », il faut quoi? Donc, il a fait une vague référence à l'affaire de l'Université d'Ottawa. Là, tout d'un coup, il citait des bribes et je suis les mêmes articles que lui dans les mêmes journaux. Mais c'était décousu, puis tu te disais, mais il s'en va où avec ça? C'est une espèce de truc à l'emporte-pièce qui rime à rien. Si ton avis, c'est que puisque c'est un dossier compliqué, on doit l'esquiver, ça me surprend de ta part. J'ai la même chose. Non, si on constate qu'aujourd'hui, c'est une institution qui est à la dérive à certains égards, si on s'inquiète plus largement de la situation de la liberté d'expression dans nos sociétés, et on constate qu'aujourd'hui, il est possible de se faire bannir, ostraciser, canceller, comme on dit, que c'est de plus en plus fréquent, que ceux qui disent un mot de trop sont obligés ensuite de s'excuser, hein, c'est presque le goudron et les plumes, il y a s'excuser potentiellement d'avoir transgressé tel ou tel dogme du moment. Si on constate que c'est présent dans nos sociétés, il y a quelque chose à faire. La défense des libertés publiques, la défense des libertés démocratiques, ça devrait être la première fonction du premier ministre. Or, qu'il aborde la question aujourd'hui, inévitablement, le temps c'est complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça veut simplement dire qu'il faut agir avec doigté. Ben, je ne suis pour pas répondre d'accord avec le à fait ce que qu'un tu premier disais, ministre Tom, d'une province là, est la personne choisie. Alors, OK. Emmanuel. Là où François Legault s'en va dans mon esprit par ailleurs, et là où je crois que cette démarche est politiquement habile pour lui, c'est qu'il est en train de vraiment définir les bases de sa vision nationaliste qu'il définit de manière différente qu'elle a souvent été définie dans les rapports politiques au Québec. Le nationalisme face à Ottawa, c'était d'aller chercher des nouveaux pouvoirs. Hein. Ça a toujours été ça, en immigration, en enjeux sociaux, le droit fédéral de dépenser, le remboursement, la symétrie, etc. Là, que ce soit sur la question, on l'a vu avec le port du voile, on va le voir avec l'éventuelle refonte de la loi 101, etc., mais déjà les pressions qu'on fait sur Ottawa sur le côté de la langue, et maintenant avec cette affirmation du besoin de recadrer le débat sur la liberté d'expression, M. Legault vient définir son nationalisme comme en étant un identitaire, formellement, où il revendique très clairement le droit, le besoin, sa vision d'un Québec qui s'exclut et qui ne souscrit pas au schème multiculturaliste du reste du Canada. Et là où c'est habile, c'est qu'il est conscient que ça va chercher
la fibre profonde là, d'une grande majorité de Québécois francophones. Mais je suis absolument d'accord. Je pense qu'on est en ce moment dans un moment de redéfinition du nationalisme caquiste. Appelons ça un nationaliste qui coûte pas cher en plus. Hein. C'est-à-dire, c'est très symbolique, mais en même temps, ça affirme la distinction du Québec par rapport à certains mouvements nord-américains, par rapport à ce qu'est le Canada et son multiculturalisme d'État. Ça marque notre conception de la liberté d'expression. Ça fusionne en quelque sorte la cause du nationalisme et de la démocratie, comme c'était fréquemment le cas dans notre histoire. Et c'est pas un nationaliste qui, encore une fois, coûte cher, mais ça rapporte beaucoup. Une déclaration comme en fin de semaine, ça rapporte beaucoup à la CAQ et ça lui coûte pas des millions ni des milliards. Ça fait simplement, ça rappelle des principes de base et c'est plutôt une bonne nouvelle en dernière instance. Puis ça interpelle, je crois, des chaînes qui sont au fond de la culture québécoise dans le rapport à la liberté d'expression. On verra maintenant ce que ça donnera dans le concret.